Raphaël Huysmans. Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Je suis content que tu es venu. On a essayé la semaine dernière, ça marche pas avec nos horaires. T'es quelqu'un que j'ai rencontré à cause de Patricia Lannoy. Oui. Et on dirait toutes les questions que j'ai toujours voulu te poser. Tu me les as déjà posées? Non, je te les ai. Justement, on dirait que je les gardais pour maintenant. Tu sais, c'est le genre de questions que j'aurais pu poser en buvant du vin ou autour d'un souper. De dig your brain out. Tu sais, avec ta connaissance puis avec ta vision de ton industrie. Ouais. Tu es une femme de l'ombre. Enfin, avant toute chose, merci à Bonjour Québec de commanditer le podcast. Un gros merci. C'est fun. Tu es une femme de l'ombre. Même si... D'ombre et de lumière. Tu n'es pas la personne la plus cachée, mais quand même. Tu es vice-présidente d'Urbania et partenaire. Ouais. Ça fait 15 ans. J'ai fait des recherches. Ça fait 15 ans Ouais. que tu es chez Urbania. Ouais. Ça, c'est hallucinant. Oui. 15 ans, c'est Je suis comme long. pas une vraie millénariale. C'est ça. C'est pas dans les habitudes de notre génération de rester aussi longtemps à une place. Ça doit être parce que la culture d'entreprise est bonne, puis ça doit être parce que tu t'amuses puis tu es stimulé. Mais on va en parler. On va en parler de tout ça. D'accord. J'ai publié sur Urbania dans le passé, Oui. notamment avec la révolution au Liban, Oui. chose que j'appelle putain. J'ai même appliqué au WordPress Photo avec une image qui avait été publiée sur Urbania. Pas gagné, mais ça s'en vient. Oui, un jour. Ouais. Puis Urbania a tout le temps été dans le décor. Tu sais, j'ai un bac en com, puis évidemment, Urbania était très présent à l'UQAM. C'est comme ça que moi, j'ai découvert Urbania. Dans Voilà. la vitrine de la boutique de l'UQAM. La coop UQAM. Oui, la coop, exactement. Je me souviens, on allait à des lancements du magazine à la SAT. C'était de shit. Ben, ça a changé de lieu à chaque lancement, OK. ou presque, puis il y en a eu 49. Fait que Wow. celui de la SAT, ça devait être, je pense que c'était le numéro célibataire. Me semble, oui. Oui, Mais un ça- de nos oh. meilleurs parties. Wow. Ça cruisait cette soirée-là, c'était extraordinaire. Oh wow, c'est fou que tu t'en souviennes autant. Puis ma relation avec Urbania, c'est que je trouve c'est du contenu bonbon. Dans le sens où, quand je consomme principalement YouTube, soit tard en soirée ou pendant que je lunch. Puis c'est soit que je vais vers Vox si je veux apprendre un peu plus, tu sais, des trucs que je sais pas que je voudrais apprendre, comme pourquoi les RV ont des swirls de même sur le bord ou peu importe quoi. Mais quand j'ai goût de quelque chose de léger, de fun, je vais tout le temps voir les vidéos Urbania. Mais toujours nutritif quand même. Toujours nutritif, c'est ça. Il y a du contenu, c'est beau et c'est fun. Et c'est bon. Puis, énorme fan de la série Courrier recommandé. Ah, Je trouve que ce tant concept-là mieux. est tellement bon. Puis, les matchs de personnes est tellement succulent. À chaque fois qu'il y en a un qui sort, je vais direct l'écouter. Avant de rentrer plus dans Urbania, grosse question pour commencer. Je suis prête. Comment décrirais-tu, en un mot, ou mettons max 3 mots, l'ère médiatique dans laquelle on vit présentement? Brouillard. Ah ouais. Ouais, vraiment. Ben, particulièrement ici au Canada. Là. Pourquoi dirais-tu ça? Ben, parce que il y a plusieurs personnes qui sont pas au courant, mais il y a un projet de loi qui a été adopté récemment par le fédéral, la loi C-18, qui vise à obliger les géants du web, là, principalement Google et Meta, à verser des redevances aux entreprises d'information, les groupes d'information canadiens. Puis ça, c'est de développer des ententes directement entre Meta et Google et, par exemple, Urbania, une autre avec Québecor, une autre avec Le Devoir, avec le Globe and Mail, etc. Puis c'est une loi qui a été passée similaire en Australie il y a quelques années. Puis, à ce moment-là, Meta et Google avaient décidé de faire un blackout d'informations pendant 5 jours. Puis nous, ben ça fait depuis le mois d'août. Puis là, on est fin septembre. Fait qu'il y a personne qui peut voir nos contenus sur les plateformes de Meta, donc Instagram, puis Facebook. Puis nous, notre problème, c'est qu'on s'adresse aux jeunes adultes. Donc, c'est toute une génération qui n'a jamais appris à lire le journal. Là, je fais des quotes. Ouais. Puis à se rendre sur des sites d'information, surtout les plus jeunes. Puis ce qui est le plus traumatisant dans tout ça, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils voient plus de nouvelles, plus de contenu d'information. Fait que nous, tu sais, on perd une grosse partie de notre trafic, tu sais, puis c'est super déprimant. Non seulement c'est insécurisant d'un point de vue modèle d'affaires, là, mais tu sais, c'est un peu déprimant quand t'as toute une grosse équipe éditoriale qui s'acharne tous les jours à raconter des histoires, puis que t'es comme, bon, ben
il y a vraiment moins de personnes qui vont la connaître, cette histoire-là, puis s'engager avec elle. Fait que c'est ça le brouillard. Puis, tu sais, on ne sait pas là, quand est-ce que ça va débloquer, ça va être quoi la conclusion de tout ça. Puis, d'un autre côté, il y a plein de changements du côté de la télévision. Il y a une multiplication des plateformes. Fait qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans le numérique, mais divisé en 1 milliard de particules, sauf que les GAFAM, évidemment, ils ont la plus grosse partie de ces particules-là. Fait que c'est ça le brouillard, c'est qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Mais ce projet de loi a été discuté pendant longtemps avant. Oui. Est-ce que vous vous étiez préparé avant? Bien, on savait que ça s'en... Bien, tout le monde savait que ça s'en venait. Puis on avait vu ce qui se passait justement avec l'Australie. Ouais. Puis, tu sais, l'Australie, ça n'a pas duré très longtemps, le blackout, parce que c'était l'époque où il y avait les feux en Australie. Fait que là, ça devenait un danger public. Là. C'était absolument nécessaire que la population soit au courant de ce qui se passe dans leur pays parce que c'était une question de vie ou de mort. Puis, ben, c'est pas le cas ici. Fait que, on savait. Mais, tu sais, même encore aujourd'hui, c'est super opaque. Tu sais, il y a des gens, il y a des individus qui, eux, ont encore accès, mais une toute petite poignée. Mais j'ai accès, mettons, à mon contenu sur Instagram, mais juste sur mon desktop. Je suis encore capable que les gens voient mon contenu, mais juste si je paye, par exemple. Ça, ouais. Si je mets du push sur Facebook. Fait que c'est tellement avare. Ben oui, c'est totalement, mais c'est aussi... C'est un algorithme puis des décisions qui sont 100% opaques. On sait même pas où est-ce qu'ils ont pris leur liste. C'est-tu les entreprises de presse qui ont droit à des crédits d'impôt? Mais non, parce que, par exemple, il y a des groupes comme Narcity, ils n'ont pas le droit au crédit d'impôt journalistique, mais sont bloqués aussi. B-Side, exactement. Caribou. Fait que c'est à ça qu'on n'est pas préparé parce qu'on ne sait pas, on sait pas c'est basé sur quoi, puis qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont apporter d'autres mesures? Je ne sais pas. Même quand j'ai vu que B-Side avait été bloqué pour la première fois, mon amie Maude Boursier, qui est directrice contenu chez Ricardo, même ayant vu B-Side, qu'elle croyait, tout comme moi, qu'ils n'allaient pas être affectés, puis là, du jour au lendemain, ils sont bloqués. Puis là, c'est comme pour eux, Ricardo, oui, c'est de la bouffe, mais on ne sait jamais. On est tellement à l'affût des décisions qui sont hors de notre contrôle. Ouais. Puis, mettons, ça devait tellement être un choc les premières journées quand c'est arrivé, tu sais, le blocage. C'était quoi l'ambiance, mettons? C'était-tu comme du découragement, de la frustration? Un mélange de tout ça. Tu sais, c'était en plein milieu de l'été, fait qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui est en vacances. Mon partenaire d'affaires Phil l'était, justement. Fait que, mais tu sais, reste que Urbania, c'est gros, mais c'est petit. T'sais, on fait énormément de choses avec très peu de gens. Fait qu'on est habitué de... Je pense qu'on a gardé cette agilité-là puis cette capacité à se revirer sur un scène. Fait que très rapidement, avec des membres de l'équipe de plein de départements différents, on s'est assis, on a inventé une campagne, puis 7 jours plus tard, elle était en ligne. Puis c'est une campagne qui vise justement à sensibiliser les gens qui tombent sur notre contenu via... parce que, on a des sections, là, des sous-médias, par exemple 4,95 sur les finances personnelles ou dehors sur le plein air, ces plateformes-là ne sont pas bloquées. Fait que sur tous les contenus qu'on publie sur ces plateformes-là, on essaye de sensibiliser les jeunes sur le fait que c'est bloqué. Nos contenus sont bloqués, puis on les invite à s'abonner directement à nos contenus via nos infolettes ou nos envois SMS. T'sais. Est-ce que les gens ont été réceptifs? Ben oui, tu sais, tout le monde nous en a parlé. Notre banque d'abonnés a grandi substantiellement depuis ce temps-là. Elle était déjà quand même assez importante. Mais oui, la réponse a été super bonne. Mais reste qu'il y a encore tellement de monde qui l'ont pas vu, cette campagne-là. Fait que ça peut pas durer éternellement. Là, sinon, ben, puis on n'est vraiment pas tout seul dans cette situation-là, mais tout l'écosystème média canadien va être en danger, tu sais. Avez-vous de l'espoir? Ou de l'optimisme? Je sais même pas, tu sais. Je pense que la prémisse de la loi était un peu erronée. Je pense qu'on va en arriver à une entente, mais je sais pas quand ça va arriver. Puis il faut dire que les GAFA ont plié en Australie. Comme oui, il y avait les feux, puis nous aussi, on a eu les feux. Puis Justin Trudeau, justement, il a partagé son mécontentement envers Facebook dans des situations critiques comme ça. Mais Facebook et Google ont décidé de se conformer à la loi en Australie pour poursuivre. Puis là, on dirait qu'on avait espoir que eux autres, ça avait bien marché de l'autre bord de l'océan. Ouais. Mais là, ici, c'est tricky. Ben oui, parce que c'est pas le même environnement. Je pense que...
comme ce sont des négociations à avoir de façon individuelle avec chaque groupe média, ben ici, c'est un paysage qui est encore plus diversifié puis complexe. Puis depuis 4 ans, ben il y a plein de pays là, qui se sont mis à regarder ce qui s'est fait en Australie. Fait que s'ils plient pour le Canada, ben là, il y a l'Europe, il y a les États-Unis qui peuvent suivre. Puis ça créerait un précédent auquel les actionnaires de Meta et Google, je pense, sont pas prêts à voir leurs revenus puis leurs investissements diminuer, tu sais. Fait que c'est là où on est dans une impasse, comme on dit. Mais il me semble, il y a un article du Devoir ou de Radio-Canada qui partageait un sondage fait auprès des Canadiens, puis la majorité, ça les dérangeait. C'est pas au point d'aller faire une révolution dans la rue, mais qu'ils sentent. T'sais, moi, mettons, concrètement, j'avais arrêté d'utiliser Twitter il y a longtemps. J'ai tourné tout mon feed Facebook à un feed d'actualité. C'est comme ma manière, puis là, c'est juste... Il n'y a plus rien. C'est ça, t'as plus rien. Puis on n'a plus accès au New York Times non plus. Là. C'est pas juste les médias d'ici, c'est les médias internationaux aussi. Là. C'est fou, ça. Fait que c'est complètement dingo. Mais... c'est sûr que dans un monde utopique, tout le monde changerait leurs habitudes de consommation puis développerait une hygiène médiatique à tous les matins ou le midi quand tu manges ton lunch. Mais le fait est, c'est que changer ces habitudes de consommation-là, c'est excessivement difficile. Il y a ma collègue Lynn qui en a sorti une bonne. Elle était comme crime. On a appris à la planète entière à se laver les mains pendant la pandémie. On peut bien apprendre à une génération à aller consommer son information directement sur les sites. Mais c'est pas si simple que ça, tu sais. Puis j'aimerais ça que les gens aillent dans la rue, mais tu sais, on change même pas nos habitudes pour la planète qui est en train de mourir. Fait que... c'est mon petit côté cynique, là, peut-être. Là. Fait que nous, tu sais, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut contrôler, c'est produire le meilleur contenu possible puis créer un environnement d'abonnement direct là, via nos infolettes puis nos SMS. On fait des micro-magazines à chaque semaine qu'on envoie par SMS puis courriel, justement. Puis notre objectif principal pour l'année, c'est de développer cette connexion directe-là, puis de la rendre la plus engageante possible, parce qu'on ne sait jamais si ça peut réarriver dans le futur aussi. Fait que... Je vais reparler du micro-mag plus tard, mais je sais que tu es une grande fan des médias, de l'information. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup d'informations. Oui. Juste sur Urbania, il y a beaucoup de choses qui sortent constamment. Oui, je vois pas pantoute tout. Mais comment combles-tu ta soif de consommer ce bon contenu, que ce soit sur Urbania ou autre? Mais elle est jamais comblée, Oli, franchement. Fait que c'est juste tout le temps de la non-satisfaction? Ben oui. Comment essayes-tu, du moins, d'avoir une mini-satisfaction? Non, mais tu sais, je pense que Puis c'est quelque chose qui me fait dire souvent, genre, que les gens comprennent pas la quantité de livres que je lis ou de podcasts que j'écoute ou d'émissions télé que j'écoute. Puis... ben, je sais pas comment j'organise mon horaire. Je pense que je suis juste quelqu'un de très paresseux. Je fais pas beaucoup de sport. Je prends beaucoup de marches avec mon chien. J'écoute mes podcasts pendant ce temps-là. Oui, je fais du ski de fond l'hiver, puis je joue au tennis, mais le fait est, c'est que tous ceux qui vont au gym à tous les jours, j'aimerais ça être cette personne-là, mais non, j'ai regardé des séries télé à la place, puis je lis des articles. Mais le fait d'alterner justement les médiums de consommation, d'aller à l'audio, c'est quoi les podcasts que tu écoutes, mettons? Parce que je me semble que tu en écoutes d'actualité. Oui, ben j'écoute The Daily à tous les jours. Mais tu sais, plein de choses différentes. Là. J'écoute Hidden Brain, qui est un podcast sur la psychologie puis la science derrière la psychologie que j'aime full. Puis j'écoute des trucs vraiment plus trash, genre Scamfluencers, qui sont chaque épisode sur un scam qui s'est passé sur Internet. Mais c'est ça, je pense que c'est super important quand tu t'informes ou que tu te divertis, que tu aies un équilibre entre les choses qui te nourrissent vraiment intellectuellement puis qui te rendent vraiment plus brillant et les choses qui te divertissent, tu sais. Ouais. J'ai personnellement pas un dédain, mais les gens qui sont bien fancy puis qui sont condescendants par rapport au contenu de divertissement grand public, ben non, je les juge, ces personnes-là. C'est important d'avoir une culture générale qui inclut ce qui est super grand public, parce que c'est ce qui parle au monde puis c'est le reflet de la société. Fait que c'est important qu'on s'y intéresse. T'sais. Ouais, je pense que le plus grand apprentissage que j'ai eu dans mon deck en cinéma, qu'on avait un cours sur l'histoire de la télévision puis des genres télévisuels, c'est justement que la télé est exactement le reflet de notre société, que ce soit Occupation Double aujourd'hui, de voir le progrès de l'intimidation, mettons, de la saison dernière.
Puis, le nombre de couples homosexuels à la télévision, etc., la représentativité. Représentation, oui. Représentation. Puis, c'est juste un reflet de nous autres. Exactement. Puis, c'est important, ouais, justement, cette balance. Des fois, ça va pas assez vite, mais ouais. Comment retourner à Urbania? Ouais. 15 ans. Oui. Je l'ai jamais su, alors je suis vraiment curieux de le savoir. Comment tu gravis les échelons? C'est quoi le chemin? Le chemin il est sinueux en estime. Mais, moi, j'ai commencé comme stagiaire. Fait que j'avais 21 ans. J'étais entre ma deuxième puis troisième année d'université. Puis sérieux, j'ai aidé à toutes là, à faire de la recherche pour le magazine, à organiser l'événement des 5 ans à l'époque, parce que la Urbania fête ses 20 ans aujourd'hui. Aujourd'hui? Non, quand même. Okay, c'est le 19 juin dernier, mais on a lancé un livre cette semaine. Ouais, on va en parler. Puis, en fait, je suis juste quelqu'un qui... mais non, avant de parler de ça, donc j'ai fait mon stage. Puis à la fin de mon stage, que je faisais en même temps que mon amie Elisabeth, qui faisait le stage en stratégie... qui étudiait en stratégie de production culturelle et médiatique à l'UQAM, mais en même temps que moi, ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer l'espèce de coordonnatrice de studio réceptionniste qui devenait chargée de projet. Puis ils ont offert la job à mon amie Elisabeth. Puis elle a dit non parce qu'elle retournait au Saguenay cet été-là. Fait que moi, je suis le deuxième choix. Ils m'ont offert la job en deuxième. Puis je l'ai prise. Puis c'est ça, je pense, j'ai juste toujours levé ma main. Tu sais, je pense que ma plus grande qualité, entre guillemets, c'est ma curiosité puis vouloir tout le temps apprendre des nouvelles affaires. Fait que chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, même les affaires plates, là, monter un cartable avec... tous les financements qui existent en télé puis en audiovisuel, c'est super plate à faire. Mais je l'ai fait pareil parce que je savais que j'allais apprendre des affaires. Fait que je l'ai fait avec enthousiasme puis je l'ai bien fait. Puis après, la comptabilité, je vais en faire des conciliations de carte de crédit. Je m'en fous parce que je vais apprendre quelque chose. Puis tranquillement, pas vite. Autant j'ai fait de l'admin après, de la charge de projet. J'ai fait des demandes de subventions. Je me suis mis à produire beaucoup d'expériences interactives. Il y a comme un âge d'or des sites web riches et élaborés qui accompagnaient les shows télé. Je faisais beaucoup ça. J'allais chercher le financement puis je le produisais ensuite. Après ça, j'ai levé ma main pour produire mon premier show télé. C'était C'est juste la TV, qui est comme un immense show plateau qui était tourné et diffusé en direct à l'époque, que Art TV faisait avant. Puis à un moment, ils ont sorti à l'externe. Puis c'est nous qui avons repris la production. Mais tu sais, j'avais genre 26-27 ans, un set de 50 personnes, des gens tous vraiment plus compétents que moi. C'est ça, en fait, c'est de lever la main. D'avoir l'audace de lever sa main puis de penser que tu peux le faire, même si tu sais pas le faire. C'est quand le déclic de devenir vice-présidente? C'est en 2015, fait qu'il y a 8 ans. Je pense que ça faisait déjà... Ça faisait déjà un moment, 7 ans que Philippe et moi, Philippe le fondateur, on travaille ensemble. Oui, Philippe Lamarre. Ouais. Puis... que j'ai jamais rencontré, notamment. Non? Jamais. Ben, on va remédier à ça. Je pense que c'est la personne que j'ai le plus entendu son nom. Oui, surtout en ce moment. Ouais. Puis... jamais rencontré. Ben, on va remédier à ça. C'est un mythe. Pour moi, il n'existe pas. Il est mythologique. Eh boy. Moi, c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie, je pense. Et voilà. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que ça faisait déjà 7 ans qu'on voyait qu'on travaillait super bien ensemble. Puis je pense que j'ai le genre de personnalité qui stimule beaucoup. Philippe, il aime les gens, c'est ça, qui sont prêts à tout, qui ont le couteau entre les dents, qui ont l'audace de se plonger même s'ils ne savent pas nager. Puis ouais. Il m'a demandé d'être son associé. On est devenus associés, puis de diriger l'entreprise avec lui. Puis on l'a jamais regretté, même si des fois c'est tough. Mais tu sais, je pense qu'on est 2 fervents croyants en la direction bicéphale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, bicéphale? Ben, c'est être 2 personnes. Tu sais, okay. Je pense qu'il y a la plupart il y a plein... Puis il y a des livres qui sont écrits là-dessus. Il y a plein d'entreprises qui sont dirigées par 2 personnes qui sont complémentaires, qui s'en vont dans la même direction, mais qui ont des approches différentes. Puis c'est ça. Phil et moi, on est vraiment yin et yang à ce niveau-là. Urbania a eu beaucoup de différentes périodes. Il y avait le magazine physique, le magazine a fermé. Là, il y a les micro-mag, il y a la télé. Mm-hmm. Parmi tout ça, c'était quoi la période la plus éprouvante? Éprouvante? Ouais.
Ben, tu sais, même le magazine, il a pas particulièrement fermé. C'est juste que pendant la pandémie, comme ça coûte très cher à imprimer, à envoyer, on était comme, bon, ben, au lieu d'envoyer 100 000 $ à l'imprimeur, puis à Post Canada, on va garder des employés. Mais je dis pas qu'on va pas leur partir un jour, là. Mais oui, la pandémie, c'était le plus éprouvant, mais je sais pas, tu sais, je pense que ça fait tellement longtemps, on en a tellement vécu des périodes. Tu sais, à chaque 5 ans, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle mue, tu sais, comme un serpent, là. Tu sheds, tu te débarrasses de ton ancienne peau, puis t'en as une nouvelle, puis c'est des moments difficiles à passer, c'est inconfortable, t'es pas bien. Puis en ce moment, c'est pas confortable non plus, ce qui se passe, le brouillard dont on parlait plus tôt, tu sais. Mais c'est ça l'expérience. C'est ça, être 15 ans à une place, c'est que tu le sais que ça va, tout n'est que changement, puis que ça va évoluer, puis que la lumière va revenir. Mais la pandémie, c'était extrêmement difficile, bien que comme on était toute une planète dans la même situation, on se confortait un peu dans le fait qu'on n'était pas tout seul à vraiment pas savoir quoi faire. Mais du point de vue consommateur, de mon point de vue, vous avez su, malgré évidemment les difficultés au départ, de vous débrouiller là-dedans, puis peut-être je me trompe là, mais de vous tourner plus vers le contenu de marque, ça se peut-tu? Bien, on en a toujours fait, même dans le magazine, tu sais, les pubs imprimés, là, les pages de pub, souvent, c'est nous qui les designions pour nos clients pour que ça fitte avec le thème. C'était tous des magazines thématiques, tu sais. Fait que c'est une forme de contenu de marque à quelque part. Mais c'est sûr que, justement, autour de 2015, tu sais, avant, le magazine puis Urbania, c'est vraiment séparé de nos activités d'agence parce qu'on avait une agence qui s'appelait Toxa. Puis on faisait des sites web. On travaillait beaucoup dans le culturel, mais on faisait du design, des identités, puis tout ça. C'est ça qui était payant. Puis on fabriquait du contenu pour des marques, mais qu'eux-mêmes diffusaient. Puis c'est en 2015 où tout le monde a commencé à parler des millennials, justement, des millénarios. Puis là, on était comme, nous, ça fait un petit bout, là. Depuis 2003 qu'on entretient une communauté de millénarios, de jeunes adultes. Puis là, les clients ont commencé à se dire que ce serait une bonne idée de passer par nous pour les rejoindre. Fait que c'est là où on a commencé le contenu qu'on faisait pour les marques avant, ben là, on le faisait pour eux, mais avec la différence où notre client ultime, c'est nos audiences, tu sais. On fait du contenu pour eux auquel on associe une marque. Puis c'est comme ça c'est ça qui paye, dans le fond, l'autre 90% du contenu, qui est du contenu éditorial, dont on est les seuls maîtres, c'est payé par, entre autres, cette partie de contenu de marque-là, puis aussi les activités télévisuelles qu'on a là. Les marques ont l'air d'aimer. C'est un feeling encore, basé sur aucune rationalité, mais on dirait que les marques aiment travailler avec vous. Oui, vous avez l'auditoire, ce jeune auditoire, mais pourquoi tu penses que les marques aiment autant travailler avec vous? C'est quelque chose qu'on se fait dire souvent. Mais, tu sais, je veux dire, on peut pas plaire à personne. Tu sais, même, là, on a, à chaque nouvelle entente qu'on fait signer, la première page, c'est un genre de manifeste où on explique que, comme je le disais précédemment, c'est notre client ultime, c'est notre audience, puis c'est nous qui la connaissons, cette audience-là. Fait que si on fait 100% ce que le client dans le domaine de, je sais pas moi, l'automobile veut, nous, on le sait que ça ne plaira pas à notre audience. Fait qu'il faut qu'ils nous fassent confiance, puis il faut qu'ils acceptent qu'ils n'auront pas 100% du contenu, du contrôle. Mais bien sûr qu'on collabore avec eux, puis qu'on est dans la transparence, puis on arrive tout le temps à un compromis. Mais notre prémisse de base, c'est si on enlevait le nom du client, est-ce qu'on serait à l'aise de diffuser ce contenu-là? Puis dans 95% des cas, la réponse est oui. T'sais. Des fois, on ne l'aurait pas fait exactement de cette façon-là, mais on a notre stamp of approval. Puis je pense que les clients aiment travailler avec nous parce que le résultat est là. Oui, peut-être qu'ils aimeraient ça plus voir leur char d'un shot, mais le contenu est bon. Puis donc, leur marque est associée à du contenu de qualité, des valeurs qui leur ressemblent, puis qui ressemblent à l'audience auquel on s'adresse. Puis je pense que mes collègues sont juste vraiment le fun avec qui travailler. Puis c'est juste le fun, je pense, le processus de prod avec nous. Mais c'est sûr qu'il y a plein de clients, surtout dans le monde anglophone, tu sais, à Toronto, qui connaissent pas vraiment Urbania, qui connaissent pas vraiment le marché québécois. Ils savent qu'il faut qu'ils investissent ici. Mais eux, je pense, sont un peu troublés du
que non, on n'accepte pas qu'il y ait une grosse caisse de bière ici pendant qu'on se parle, tu sais. Ouais. Est-ce que tu trouves ça de grandir, toi grandir, est-ce que tu trouves ça difficile de comprendre les jeunes adultes, vu que tu t'éloignes de ça? Ben oui, je sais. Là, tu sais, techniquement, notre cœur de cible, c'est les 25-34. Puis là, j'ai eu 37 ans récemment. Puis là, c'est ça, j'ai tout le temps l'impression de m'éloigner de mon cœur de cible. Ben, tu sais, on embauche surtout des gens qui font partie de cette cible-là. Ça fait 20 ans que c'est ça qu'on fait. Ouais. Ben oui, c'est tout le temps un peu choquant. Tu sais, il y a tout le temps de plus en plus, j'ai des clashs générationnels avec certains de mes collègues. Des fois, ils sont plus vieux, puis des fois, ils sont plus jeunes que moi. Mais tu sais, au final, là, Urbania, ça s'adresse aux jeunes de cœur, là, tu sais. C'est pas parce qu'on utilise le mot lit dans chaque capsule. Tu sais, les référents culturels qu'on utilise, les éléments de nostalgie, c'est quand même ceux des millénarios, là. Mais le fait est, c'est qu'on parle d'êtres humains, tu sais. Fait que n'importe qui est intéressé par l'humain peut être intéressé par les contenus d'Urbania. Mais c'est sûr qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit, d'avoir des sets de valeurs un peu différents de la génération auquel on s'adresse ou un angle différent avec lequel il aborderait. Mais je pense qu'on a vraiment une façon de faire qui est comme de co-mentorat, là, de co-mentorship, où je pense qu'ils ont plein de choses à apprendre de mes collègues qui ont plus d'expérience, puis les collègues de plus d'expérience, ils ont besoin des plus jeunes pour savoir comment poster une vidéo TikTok et apprendre c'est quoi les biais inconscients. Ouais. Comment qu'on fait pour garder cette balance entre du contenu éditorial journalistique et du contenu de marque? Malgré que ça serait peut-être facile de tout le temps dire oui à l'argent, puis de... tu sais, on n'a jamais fait le calcul, dans le sens qu'en le faisant, mais au final, tu sais, à travers les années, à la fin de chaque année, on fait le calcul, puis c'est tout le temps comme en 10 et 15 % de nos contenus. Naturellement, ça fait comme ça. Parce que, tu sais, en tout cas, les gens que je connais, ils vont me trouver gossante, je répète tout le temps la même affaire, mais... Tu sais, nous, on veut toujours faire plus d'argent pour raconter plus d'histoires. On raconte pas des histoires pour faire plus d'argent. Puis, fait que ça fait en sorte que moi, si j'ai plus de ventes, ben j'ai juste plus d'argent. Donc, pour faire plus d'embauches puis de faire plus de commandes de contenu. Fait qu'au final, ça se rééquilibre tout le temps. Cette proportion-là reste à peu près tout le temps stable, tu sais. C'est quoi du bon journalisme, selon toi? C'est du journalisme curieux, ouvert d'esprit, c'est vraiment ça. Moi, ça m'irrite là, quand... tu sais, puis ça veut pas dire ne pas avoir d'opinion, puis même de... Tu sais, tu peux être militant chez toi, mais de même pas avoir la curiosité d'aller vers l'autre qui a pas la même opinion que toi, ça m'irrite profondément. Puis je pense que... Puis c'est sûr que là, j'affiche mes couleurs, mais... Moi, du journalisme raconté comme la fiction, c'est ce que j'aime le plus, tu sais. Puis je trouve qu'en Amérique du Nord, on l'a beaucoup. Puis, tu sais, j'ai des collègues qui ont vraiment ce talent-là aussi, là. Tu commences un reportage sur quelque chose auquel tu t'intéressais même pas à la base, mais la façon de se raconter, tu as l'impression d'y être, tu sais, de sentir les odeurs, de sentir les textures, de voir les couleurs. Puis, c'est ça, pour moi, c'est ça du bon journalisme. Ouais. La raison pourquoi je te demandais, c'est que j'étais curieux de savoir ton opinion, mais aussi, pour moi, du bon journalisme, c'est quand ça me donne une nouvelle perspective, ça me fait comprendre une réalité que je connaissais pas, justement par peut-être un fil narratif qui prend des codes de la fiction. Puis il y a plusieurs numéros qui m'ont marqué. Parlons de Jean Bourbeau. Ouais. Journal d'une vidange. Oui, ça fait partie des collègues dont je parlais, ouais. Ben c'est ça, je pensais que tu allais le mentionner, mais... Jean Bourbeau, photographe argentique et écrivain journaliste, qui a fait le journal d'un vidage qui a décidé de faire la job d'un vidangeur puis d'écrire c'est quoi la réalité. Pendant un mois, Pendant un mois. Puis ça, c'est tellement une immersion, comme Hugo Meunier aussi a fait dans le passé. C'est tellement des immersions que je trouve qui demandent du courage parce qu'il faut vraiment que tu sois dédié à ta vocation de comme vouloir le vivre pour vouloir le raconter. C'est prendre note des choses puis... C'est sortir de ton quotidien que tu es peut-être confortable pour aller dans des milieux un peu moins confortables. Puis, la manière que c'était écrit, c'est vraiment resté avec moi quand elle a dit dans les quartiers riches, les gens ne nous regardent pas quand on est vidangeur. Puis dans les quartiers moins riches, les gens nous offrent de l'eau puis de la nourriture. Puis cette dualité, je trouve que ça raconte tellement bien
des tendances sociétales, mais que là, on le comprend via une job. Ouais. C'est tellement beau quand une petite chose prend en côté quelque chose de plus gros. Oui, puis son immersion, elle déboulonne énormément de préjugés qu'on peut avoir. Je trouve que ça rend cette profession-là... En tout cas, moi, ça me l'a rendue plus belle, plus intéressante parce que j'avais pas passé assez de temps à m'attarder à c'était quoi leur vie puis c'est quoi à quel point leur travail est difficile, tu sais. Puis un autre exemple qui est très similaire, là, dans une autre forme, c'est dans une de nos premières incursions à la télé. On faisait des minutes Urbania dans le cadre d'une émission qui s'appelait Mange ta ville, animée par Catherine Pogonat à RTV à l'époque. C'est un magazine culturel. Puis à chaque épisode, on avait 3 fois 1 minute qu'on prenait une thématique. Puis là, cet épisode-là, c'est la thématique rue ou urbanité. Puis c'est une des premières capsules qui a été tournée. Puis c'est... justement, Philippe, mon associé, avait entendu parler d'un éboueur qui valsait qui valsait avec ses sacs de poubelle quand il faisait sa job. Puis là, il prenait un verre avec son ami réalisateur François Mété sur le plateau. Puis il en parlait, puis il disait, ça serait trop cool de le retrouver, tu sais. Puis là, il y a justement un camion de vidange qui passe derrière. Fait que là, ils descendent à la course, puis ils vont le voir, puis ils lui expliquent, tu sais, connaîtrais-tu ça, ce gars-là? Le vidangeur danseur. Puis il est comme, ben oui, c'est moi. Oh, wow. Fait que là, on a tourné cette capsule-là, puis c'est 1 minute, là, c'est tout cute, puis il danse sur The Bravery, puis c'est ça, il fait littéralement valser les vidanges dans son camion. Puis, au lancement de la série, on a invité tous les protagonistes à faire le visionnage des capsules. Puis, Philippe raconte toujours ce moment-là avec beaucoup d'affection parce que, justement, cet éboueur-là était venu avec sa blonde et de voir la fierté dans les yeux de la blonde de cet éboueur-là, que c'est la première fois qu'elle voyait son chum, tu sais, mis sur... éclairé sous une lumière tellement flatteuse, tu sais, puis elle était donc bien fière d'être, puis tellement en amour avec lui, puis tu sais, c'est ça notre job, tu sais, au quotidien, là, si j'avais une anecdote qui résumait c'est quoi notre motivation à tous les jours, c'est ça, tu sais. C'est vrai que vous prenez souvent des personnages, tu sais, qu'on n'a pas le réflexe d'aller en premier, ou qui piquent notre curiosité, mais de loin, qu'on n'ose pas trop se rapprocher. Ouais. Vous égalisez, je trouve, la société. Ben, c'est ça notre slogan, hein, rendre l'ordinaire extraordinaire. C'est traiter des gens ordinaires comme des vedettes, puis traiter les vedettes comme des gens ordinaires. Hey, c'est fou parce que ça, c'est un peu devenu mon slogan. Comme j'avais une entrevue avant ici, puis j'ai dit exactement ça. Bon. Je trouve que c'est fun de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Un autre, en fait, c'est fun parce que j'ai vu que Jean, il est allé au Kenya. Oui. Il est revenu il y a quelques semaines, oui. C'est fou parce que Phil, le vidéaste du podcast, il a... c'est le documentariste de Mathieu Blanchard. OK. Puis il a fait un documentaire pour Salomon cet été, qui a été justement dans ces communautés-là. À Iten? Ouais. OK. Pour documenter, puis Mathieu qui s'entraîne avec eux autres pour ensuite monter le Kilimanjaro, pour ensuite faire le marathon de Paris. C'est une grosse quête. Programme, ouais. Mais c'est fou le contenu que Jean a sorti, puis le nombre de photos. Ouais. C'est comme article après article, portrait après portrait, c'est des beaux portraits. Ouais. C'est fou comment il est capable de produire autant. T'sais, en plus d'avoir la difficulté de l'argentique, le défi additionnel. Oui, ben ça, c'est des défis que je maîtrise moins que toi. Là, mais... Non, mais même moi, argentique, j'oserais même pas investir tous mes visuels dans des pellicules qui peuvent passer des scanners d'avion puis de je sais pas c'est quoi le terme technique, de les brûler. Un autre article qui m'avait marqué, c'était Jasmine Legendre, qui avait été dans un CHSLD préposé aux bénéficiaires. Pendant la pandémie, Pendant la pandémie. Ouais. Ça, pour elle, encore une fois, gros courage. Ouais. Puis gros courage, dans le sens où je pourrais faire ça puis le faire en image, mais on dirait d'essayer de convaincre autant par les mots qu'on voit pas. Faut vraiment du talent pour faire ça. Puis, je me souviens, elle a dit quelque chose du genre « T'oublies pas l'odeur de la mort ». Non, j'imagine. Puis c'était tellement des articles, c'est comme « Wow! Ouais. » C'est fou que... on pourrait penser qu'Urbania, c'est fun, par votre ton, mais au contraire, vous amenez ce fun à des trucs qui sont vrais, mais le rendre de manière fun à consommer,
mais qui peuvent aussi avoir un impact comme, Ouais. wow, OK, j'avais pas vu ça comme ça. Mais on a plein de contenus vidéo aussi courts qui sont tellement touchants. Là. À chaque mois, on fait un dîner d'équipe où il y a nos équipes autant en France qu'ici. On fait un Zoom. Là. C'est bien dole. Là. Mais chacun présente des primeurs de son département, que ce soit la télé, la vidéo, même l'équipe d'agence, notre équipe de développement technique. Et puis à chaque mois, je braille parce qu'il y a une de mes collègues qui présente justement une rencontre entre deux mères qui ont décidé de faire des enfants seules, par exemple. Ouais, Émilie. Puis cette rencontre-là est tellement belle parce qu'ils ont l'impression, c'est rare qu'ils rencontrent des gens comme eux qui ont le courage de se lancer là-dedans. Puis c'est ça, je pense que c'est ça notre talent, c'est de créer des rencontres ou des points de vue auxquels on s'attend pas, tu sais. Puis des fois, c'est drôle, puis c'est vraiment nono. Puis d'autres fois, je pense que ça peut vraiment changer la vie ou la perception de gens, en tout cas. On aspire à ça, là. Et justement, Courrier recommandé, c'est exactement ça. C'est pour ça que je trouve ça tellement fun comme série. Tu sais, c'est quoi, Pierre et Paulude? Oui, les deux frères. C'est ça, puis Rosalie Bonenfant avec sa mère. Ouais. Et toutes ces pas juste des membres de la même famille qui se rencontrent, par exemple. Mais tu sais, Zach Zoya avec un prof universitaire, par rapport spécialiste dans le hip-hop. Ouais. À t'entendre parler, on dirait que moi, j'avais en tête que les productions télé Urbania ont commencé récemment, mais la manière que tu en parles, ça fait quand même longtemps que vous êtes impliqué dans la télé. Ouais. Ça fait combien de temps environ? En 2005, ça, c'est les capsules dont je parlais plus tôt, mais notre premier show télé, c'est Montréal en 12 yeux, puis ça, c'est en 2007. Donc, c'est une série documentaire à TV5 où, justement, on a pris 12 lieux de la ville de Montréal, un peu devant lesquels on passe à tous les jours, mais qu'on remarque pas. Puis, on l'a regardé à plusieurs angles pour le faire découvrir différemment. Fait que, depuis 2007, on fait de la télé. Au départ, tranquillement, là, une série par année ou deux, surtout dans le documentaire. Puis maintenant, on a genre 18 projets dans différents stades de production en ce moment, dont on est en train de monter la 2e saison de notre première fiction, là, L'Air d'aller, qui est à Télé-Québec. Fait que là, on s'est beaucoup diversifié. C'est ça, j'allais justement demander, y a-t-il comme un renouveau? Est-ce qu'on est dans une nouvelle période? Puis clairement, L'Air d'aller, nouvelle première fiction. Ouais. Fait qu'avant, c'était juste du documentaire. Documentaire, magazine. Puis, on se diversifie beaucoup. On fait de la jeunesse aussi maintenant. On fait un talk show à Télé-Québec qui s'appelle Pour une fois, où c'est une personnalité qui se fait interviewer par 4 autres personnalités puis il n'est pas au courant de qui s'en vient l'interviewer. C'est vous qui avez fait ça? Oui. J'ai écouté la première épisode, c'est Martin Matt. Oui, Martin Matt l'année passée. Pour vrai, c'est tellement une idée simple, mais encore une fois... Comment ça, il n'y a personne d'autre qui a eu cette idée-là avant? Mais c'est tellement bon. Ouais. J'ai adoré ça. Il y a combien d'épisodes qui sont sortis Pour une fois? Là, il y a le pilote qui est sorti l'année passée, au mois de décembre ou janvier. Puis là, je pense que c'est le 3e ou 4e épisode de la saison régulière qui est sorti cette semaine. Là, c'est à chaque semaine maintenant. Ouais. Est-ce que tu te souviens, c'est qui les premiers... Après Martin Matt? Il y a eu Jean-René Dufort, il y a eu Mélissa Bédard qui est sortie, puis le Jeune Blanc. Wow. Il va falloir aller voir sur le site de Télé-Québec. J'ai un nouvel amour pour Télé-Québec depuis quelques années. Ouais. J'étais très l'air Ramdam, Macarito. Tu sais, comme je veux pas, mais... Ça... Moi, je suis Watatata, puis toi, t'es Ramdam. Exact, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça rafraîchissant, je trouve ça fun, accessible. Ouais. C'est juste le fait qu'ils ont dit oui pour La fin des faibles, qui est une émission, qui est un rap battle, que la culture rap et hip-hop a été consommée par la population, mais qui était un peu boudée pendant longtemps. Ouais. Puis là, le fait de démocratiser ça, que ça se fasse reconnaître aussi par l'industrie, ça va être fun de faire partie de justement des changements sociétaux puis d'amener des sous-genres à devenir plus populaires. Oui, puis je pense qu'en tant que producteur, on est reconnu pour ça. Tu sais, on a comme vraiment une identité l'identité de notre groupe média colle évidemment notre identité de producteur audiovisuel. Fait que c'est sûr que les diffuseurs, ils savent que quand ils travaillent avec nous, ça va être des projets un peu particuliers avec une signature qui nous est particulière, qui s'adresse aux jeunes adultes, même si on produit des shows qui sont très grand public, là, mais on essaie de les faire avec notre touche puis notre ADN là, dans tous les cas. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a des shows comme La fin des faibles, ça fait 100% partie des points culminants ou des points qui vont avoir marqué notre histoire, là, c'est clair. Et est-ce que vous atteignez vos objectifs de faire ces émissions-là? Dans le sens, vous les produisez, vous les diffusez? Est-ce que vous êtes pas nous qui les diffusons, par exemple. C'est les diffuseurs. C'est ça, ouais. Mais je veux dire, est-ce que vous êtes
content de la répercussion? Est-ce que vous avez des objectifs de répercussion? Ben, on a peu de contrôle là-dessus, par exemple. Ça, c'est vraiment justement le travail des diffuseurs. Tu sais, on est tributaire du moment où ils vont la diffuser, du nombre de fois, par exemple. Mais tu sais, c'est ça, la particularité qu'on a, contrairement à d'autres producteurs, c'est que nous, on peut aider à la faire connaître via nos plateformes. En ce moment, c'est un petit peu plus tough avec C18, mais normalement, c'est plus facile. Fait que c'est sûr que quand on crée un show comme La Fin des Faibles qui s'adresse vraiment à notre communauté, ben on profite du fait qu'on parle à des centaines de milliers de personnes à chaque semaine pour en parler, tu sais. Mais non, on sera jamais satisfait. On veut tout le temps qu'il y ait plus de monde qui consomme nos histoires. C'est l'objectif, tu sais. Puis l'air d'aller, je tiens à mentionner, nominé à Cannes série. Oui, on a gagné le prix des étudiants à Cannes série. Ouais. Incroyable. Est-ce que tu étais là-bas? Non, je laisse mes équipes qui ont travaillé directement sur le projet aller là. Ouais. Mais ça va être un feeling spécial, tu sais, de première série de fiction. Ah, puis sa croisette. Ben c'est ça. C'est malade. Insane. C'est malade, ouais. J'aurais adoré voir le moment que vous l'aviez sur au bureau, puis comme t'as-tu vu? On a un gong. Ben, sur nos téléphones, là, mais on a fait sonner la clochette. De vrai? Ben oui, on est tellement fiers. C'est quoi le gong? Comment ça marche? C'est une app là, sur le téléphone. Mais on a aussi une petite clochette. Ça, c'est quand on vend un show aussi. On l'utilise. Ah ouais? Ben, c'est tellement d'efforts. Puis t'en développes tellement des shows avant d'en vendre un. Puis on pense tout qu'on va les vendre parce qu'on les trouve extraordinaires. Puis des fois, c'est une question de timing. Là, mais... Puis l'application sur le téléphone, comme quand vous avez une grosse nouvelle, vous sonnez l'alarme, mettons? Oui, j'en ai une aussi. Ça vient de Game of Thrones. Là. Elle fait shame, shame. Wow, je savais pas. Oui, j'ai beaucoup d'applications sur mon téléphone qui n'ont aucune utilité sauf de faire des niaiseries. Je me souviens, la première app que j'avais achetée sur iPod Touch, c'était comme le beer. Ah oui, ça fait semblant de... Ça fait semblant de verser une bière. Moi, comme je capotais là-dessus. Ben, clairement, c'était au début de l'iPhone puis de l'iPod Touch. Fait que c'était nouveau, toutes les apps. Comme dans le temps où on s'achetait des sonneries de téléphone aussi. C'est vrai, hein? Ouais. Wow. Vous avez aussi essayé de développer... vous êtes en train de développer le marché en France. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe comme tout le monde nous avait dit. Quand tu essaies d'exporter ton entreprise, c'est vraiment plus long et compliqué que tu penses. Fait que ça fait 3 ans et demi à peu près qu'on est sur le projet. On a une équipe qui est là-bas, qui fonctionne... Puis le contenu qu'on fait là-bas fonctionne excessivement bien sur TikTok. On a un gros succès avec Prof à peu près, qui est mon collègue Mathieu Becbédé, qui incarne un prof qui calcule, par exemple, qu'est-ce qui se passerait si toute la planète arrêtait de consommer de la pornographie. Puis il calcule le nombre de tonnes de CO2 que ça sauverait. Wow. Fait que chaque semaine, c'est une question. Si on arrêtait de faire des enfants, si on arrêtait de prendre l'avion, si tout le monde faisait pipi dans la douche. Puis ça, c'est des millions et des millions de vues à chaque épisode. Fait que gros succès. C'est quoi les gros défis de l'adaptation à un nouveau territoire? Même si on parle la même langue, là, on n'a pas du tout la même culture. Puis surtout, la même culture de consommation de l'information aussi. Tu sais, le Québec, là, on aime ça rire. On aime ça, les humoristes. On a tellement d'humoristes, ça n'a pas de bon sens. C'est qui j'étais sur un panel avec Eric Preach il y a quelques semaines, puis il disait, tu sais, c'est le seul endroit au monde où il y a autant d'humoristes qui ont des piscines creusées, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Alors qu'en France, c'est beaucoup plus dans le militantisme, c'est beaucoup plus politique. Fait que le ton que l'équipe éditoriale française a développé est quand même différent de celui d'ici, même si on retrouve plein d'éléments communs qui partagent le même ADN. Mais notre objectif, c'est de faire le plus de projets en collaboration. T'sais. On fait une série pour Arte en France qui s'appelle Fragments. C'est tout simple. Ça fait 2-3 ans qu'on fait ça. Ouais, je l'ai vu passer, mais explique-le dans le mois. C'est comme on dit à l'interne, c'est comme une salade de tomates. Là, dans le sens que ça prend juste des bons ingrédients. C'est pas vraiment une recette. Là. Mais en gros, c'est qu'on trouve des histoires où c'est des gens qui racontent un moment charnière dans leur vie, qui ont marqué le cours de leur existence. Fait que c'est comme on a fait construire une espèce de fauteuil, là, de boîte grise qu'on transporte à l'extérieur. D'ailleurs, ça, à y penser à posteriori, crime que c'est compliqué. Puis on fait des tournages ici, en France, en Allemagne, parce que Arte est une chaîne franco-allemande. Puis ces personnes-là, ce livre, font juste raconter leur histoire comme au présent, comme si ça se passait là. Puis
c'est la série numérique la plus consommée de Arte. Là. Wow. On doit être à 40-60 millions de visionnages. C'est tellement simple, mais c'est tellement beau. Puis les commentaires, tu sais, on est tellement habitués maintenant que tous les commentaires, ça soit hargneux. Moi, ça me décourage, l'affaire qui me déprime le plus, là, lire les commentaires sur Internet. Mais là, c'est comme, wow, merci Arte, j'adore ces fragments de vie. Puis, tu sais, oh, c'est tellement charmant l'accent québécois, au lieu de se faire bâcher comme d'habitude. Puis, tu sais, celui qu'on a sorti cette semaine, c'est un infirmier québécois qui est sorti de l'école en 73, puis tout de suite, ils l'ont chipé dans le Grand Nord. Puis là, il raconte, puis là, il faut aller la regarder, la capsule, parce que lui, il raconte avec plein d'émotions. Il y a même des, tu sais, il y a des pauses parce que tu sens qu'il est trop ému, tu sais. Ouais. Puis il raconte que dans les premiers jours de son affectation là-bas, tu sais, lui, il n'a jamais rien fait de tout ce qu'on lui demande de faire. Tu étais tellement multitâche à l'époque, surtout là-bas. Puis il rencontre un jeune gars qui prend une radiographie, puis son cœur, il est 2 fois la taille qu'il est supposé d'avoir. Tu sais, je me rappelle pas si c'est une infection ou quoi que ce soit. Puis là, il appelle à Québec. Puis là, OK, il faut l'amener en avion tout de suite. Mais là, c'était la grosse tempête. Tu sais, il fallait que tu suives les fils électriques pour savoir où tu t'en allais parce que tu voyais pas à 2 mètres devant toi. Puis ça a pris comme 4 jours avant que l'avion arrive. Il a dormi avec lui pendant 4 jours chez lui parce qu'il n'y avait pas de lieu pour l'accueillir à la clinique sur place. Bref, le petit gars s'en sort. Puis c'est 40 ans plus tard qu'il est retourné dans le Grand Nord pour donner une formation. Puis un peu dans le même village, puis un peu curieux, il va, je me rappelle pas dans quel commerce, puis il demande, connaissez-vous un Jimmy? Puis il dit, ben oui, c'est mon mari. Wow. Puis là, elle dit, êtes-vous Daniel? Puis il dit oui. Fait que là, c'est clairement cette femme-là qu'il avait jamais rencontrée. Ils ont tellement marqué la vie l'un de l'autre. Fait qu'il raconte ça, c'est tout simple. Mais tu sens à quel point c'est des moments qui ont changé la vie à tout jamais de ces gens-là, puis c'est soit des coïncidences exceptionnelles. Puis des fois, c'est des anecdotes qui semblent mondaines, mais c'est juste beau et doux, tu sais. Mm-hmm. En tout cas, bref, c'est vraiment une série exceptionnelle. Comment trouvez-vous les histoires? Et puis ça, on a testé des méthodes. Là, au début, en développement, on était comme, on va s'installer dans les parcs. Puis là, on intercepte des gens dans la rue. Fait que là, t'as 40 histoires poches pour une histoire bonne, là. Parce que, tu sais, en même temps, il faut aussi que je t'aborde, toi... par rapport, par hasard dans la rue, là, ouais, c'est dur si t'es pas préparé, ouais, c'est ça. Fait que là, on s'est donné des espèces de terrains de jeu, fait que des genres de thématiques, là. Fait que, mettons, la famille, le travail, les animaux. Puis c'est juste que ça fait en sorte... Puis on n'en parle même pas de ces thématiques-là au public, là. C'est des contraintes, de carrés de sable qu'on s'impose à nous-mêmes pour que la recherche soit plus simple. Puis c'est ça, on a des recherchistes ici en Europe, puis qui trouvent des histoires, qui appellent du monde, qui appellent des organismes, qui ont juste des super bons réseaux puis qui sont exceptionnellement talentueux dans leur job. Avais-tu vu Humans par Yann Arthus Bertrand? Oui. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ça, Humans of New York. On n'est vraiment pas les premiers à faire ça. Ouais. Paul Auster, à l'époque, qui faisait ça. Là. Fait que non, on n'est vraiment pas les premiers. Mais il y a autant de... ce concept-là va être copié puis réinterprété autant de fois qu'il y aura d'histoires humaines. Mais c'est ça. Fait que... Mais c'est toutes des manières de montrer justement la puissance de l'histoire humaine. Puis j'ai réécouté Humans récemment avec ma copine, puis c'est puissant. Tu sais, oui, il y a des belles images, mais juste la puissance des mots, comment ça peut te faire sentir des choses de comme ou de beauté ou de dégoût. Ben, tu sais, moi, ça me fait penser quand j'étais jeune, puis je le trouve plus, ce livre-là, là, ça me désespère, mais j'avais un livre de photographie, puis probablement, tout est le genre de personnes qui vont me dire, ben oui, c'est le livre de tel photographe. Mais c'était un livre où chaque page, c'était un enfant dans sa chambre. Oui, avec tous ses jouets. Avec tous ses jouets, mais c'est ça, partout dans le monde. Puis moi, là, j'étais toute petite, genre, je feuilletais ça pendant des heures. Là, je trouvais ça fascinant de voir comment d'autres personnes de mon âge ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Tu sais, puis il y avait, je sais même pas si je lisais les légendes de ces photos-là parce que j'étais trop jeune, mais t'as besoin de t'intéresser à l'autre pour être une meilleure personne, je pense. Oui, clairement. D'où est venue l'idée des micromags?
c'est venu... Eh boy, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Explique c'est quoi un micromag. Oui, un micromag, c'est un bouquet de contenu qu'on envoie chaque semaine par courriel ou par SMS dans le téléphone des gens. Fait qu'il y a un dossier principal qui est en primeur dans ce micromag-là. Fait que c'est, par exemple, celui de la semaine passée, c'est le journaliste Julien Lamoureux qui est allé au festival de Western de Saint-Victor. Fait qu'il dit, OK, comment est-ce que je deviens un cowboy? Puis interview plein de gens sur le festival pour essayer de déterminer qu'est-ce qui fait que tu es un cowboy ou pas. C'est quoi un cowboy? Puis on y découvre d'ailleurs une jeune fille, Océane, qui est, je pense, la seule femme canadienne qui a compétitionné dans une discipline dont je me rappelle plus, dans un rodéo au Texas, qui est extraordinaire. On a fait un portrait juste sur elle à part. Fait que c'est ça, c'est comme une histoire découpée en plein d'écrans. C'est vidéo, il y a des sondages, après ça, il y a des articles. C'est vraiment comme un micro-magazine pour le mobile, mais animé et interactif. Puis surtout focus vidéo. Puis ça, en fait, on a pensé à ça il y a plusieurs années. En 2016-2017, c'était... Snapchat avait lancé la section Discover, qui est un peu ça, des magazines, tu sais, c'est comme des stories, mais où c'est comme des médias qui faisaient. Puis à l'époque, tu sais, c'était sur invitation seulement, c'était même pas disponible au Canada. Puis on était comme, crime, comment est-ce qu'on fait pour nous avoir un format qui s'apparente à ça, mais tu sais, on n'est pas dépendant d'une plateforme tierce qui appartient justement à des Américains ou des Chinois, tu sais. Ouais. Fait qu'on a développé ça tranquillement, pas vite. Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Puis là ça fait on vient de finir un cycle de 1 an où on en fait à chaque semaine. Puis parce qu'il faut développer plein de nouveaux codes narratifs aussi. C'est tout l'outil technologique derrière. C'est comment tu l'envoies aussi. Comment est-ce que tu en fais la promotion. Fait que là, nous, on le fait pour nous, mais c'est rendu qu'il y a d'autres entreprises qui l'utilisent aussi. Là. C'est devenu un produit technologique. Là. Vous vendez fait que le modèle de la chose? Oui, exactement. Okay. N'importe qui pourrait y accéder puis faire son propre micromag. Là. Ouais. Wow! Ouais. C'est ça, parce que j'ai jamais... Tu sais, là, tu mentionnes Discovery par Snapchat, mais j'avais jamais vu quelque chose de similaire à ça. C'est un entre-médium de plein de médiums. Oui, c'est ça. C'est weird. C'est un genre de melting pot de stories Instagram, de magazines imprimés traditionnels, de Discover, de YouTube, de tout, là. C'est très comme Urbania aussi, je trouve. Je vais le prendre comme un compliment. Oui, non, mais c'est très comme fun. Oui, on essaie. Ben ça, c'est le contenu qui est à l'intérieur, là, mais c'est ça. Même dans la manière que c'est présenté, tu sais, c'est comme... Ben, à chaque semaine, on teste des nouvelles affaires. T'es comme, tu sais, ça, c'était peut-être un peu trop long, ou il y a trop de ça. OK, on essaye une nouvelle affaire. Puis ça, c'est l'affaire la plus thrillante au monde. C'est vraiment un laboratoire, tu sais. Puis vu que c'est à nous, tu sais, on n'a pas de clients pour ça, là. C'est nous-mêmes, là, fait qu'on peut bien tester n'importe quoi, tout ce qu'on veut, à la vitesse qu'on veut. Fait que ça, c'est vraiment un privilège, tu sais. Édition Cardinal publie le livre des 20 ans d'Urbania. Oui. À quoi peut-on s'attendre? Ben même moi, j'ai appris des affaires. Fait que... non, c'est l'autrice Tatiana Polvoy. Tu sais, elle est en orbite autour de nous depuis toujours. Étrangement, jusqu'à récemment, elle n'avait jamais collaboré. Elle n'a jamais écrit pour le magazine. Mais moi, j'ai un club de lecture avec elle depuis genre 10 ans. Là. Puis, c'est une des meilleures amies de Catherine Perrault-Lessard, qui a été rédactrice en chef pendant des années. Là. Elle incarne Urbania, Catherine. Là. Puis, étrangement, elle n'avait jamais collaboré avec nous. Jusqu'à récemment, elle fait des chroniques pour un de nos shows télé. Puis là, elle fait des chroniques pour un de nos médias en ligne aussi. Puis, elle a interviewé 80 personnes, dont certaines que je connaissais même pas, sur c'est quoi Urbania, mais c'est quoi l'époque dans laquelle on a émergé aussi. Tu sais, c'est pas juste on est beau pis bon. Là. Il y a quand même énormément de passages qui nous remettent en question, qui parlent des moments vraiment moins glorieux de notre histoire. Est-ce qu'on est trop woke? Est-ce qu'on est trop pipi caca poil? Est-ce qu'on est trop subjectif? C'est plein de questions auxquelles elle répond. Puis évidemment, plein d'anecdotes croustillantes, intéressantes. Des gens pour qui collaborer, ça a changé leur vie. D'autres qui ont haï ça, puis c'est bien correct. Ça s'adresse à qui? Comme, tu recommandes de lire ça dans quel contexte? Ou? Ben, c'est sûr qu'il y a toute une génération qui a consommé les magazines. Ça va être très nostalgique, là. Fait que...
Ça, je pense, c'est notre premier public. Mais je pense que n'importe qui a même jamais entendu parler de nous peut y trouver son compte, tu sais. Parce que, tu sais, on a tellement d'extensions, on a tellement, tu sais, par exemple, Les pires moments de l'histoire, qui est un podcast avec Charles Beauchesne. Il y a plein de monde qui savent que c'est pas nous qui faisons ça, mais ça fait partie intégrante de notre offre éditoriale, notre programmation de contenu. Ça en fait partie de ça. Puis c'est ça, tu sais, pour une fois, tu savais pas que c'était nous qui produisions ça, le talk show à Télé-Québec. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, n'importe qui est curieux d'en apprendre plus sur le journalisme, sur le média, puis sur tous les gens qui ont collaboré avec nous à travers les années, ben ils vont y trouver leur compte. Puis c'est sûr qu'ils vont rire aussi. Mm-hmm. Vous avez fait tellement de couvertures marquantes. Oui. Je pense à Léa Clermont-Dion. Ah, ça, c'est le dernier magazine qu'on a publié, ouais. Voilà. Full cover. Richard Martineau, je pense par Raphaël Ouellette. Oui, qui a été shooté pas très loin d'ici, chez Rodéo. Ah ouais? D'une inspiration d'une image de l'époque. Ouais. Est-ce que Justin avait été avec les cheerleaders? Oui, mais ça, en fait, c'est sur le numéro Canada. Puis la petite histoire, c'est que sérieusement, on ne trouvait pas de bonne idée pour le cover. C'est tout le temps l'affaire la plus souffrante, trouver la bonne idée pour le cover. Puis à un moment, je pense que c'est Raphaël aussi. Immensément talentueux. Ah ouais, vraiment. Qui a juste pris une des photos qu'il y avait à l'intérieur du mag, puis qui l'a croppé en plan excessivement serré, voire, tu sais, ça rend presque mal à l'aise, là. Puis ça a été ça le cover. On était comme ça, c'est ça. Mais il n'avait pas été élu encore, Trudeau, à l'époque. C'était juste avant les élections fédérales. Mais les photos ont gagné des prix. Oui, souvent. C'est fun, ça. Vraiment. Les illustrateurs aussi avec qui on a collaboré, tu sais. Je pense à Sébastien Thibault qui travaille avec The Guardian puis The New York Times. Maintenant, ça a été un des premiers illustrateurs avec qui on a travaillé. C'est quelqu'un d'immensément talentueux. Oui, on a eu le privilège d'avoir les meilleurs créateurs du Québec dans nos pages, là, ça c'est clair. Let's go. Sortons un peu d'Urbania. Je sais que t'aimes la culture. Oui. Parce que clairement, il faut que t'aimes la culture pour travailler aussi longtemps. C'est quoi tes top 3 activités culturelles? Mais là, je vais juste parler récemment. Je suis allée voir Rondelet la fin de semaine dernière à Granby, of all places. C'est quoi Rondelet? Rondelet, c'est une pièce de théâtre documentaire de Justin Ça, c'est, by the Laramé. way, parenthèse, garde ton idée. C'est ma révélation de théâtre documentaire. C'est extraordinaire. C'est malade. Annabelle Soutard, c'est un génie. J'adore cette femme. Fait que, ouais. Théâtre documentaire, moi aussi, quand même, révélation. J'adore ça. Tu sais, je veux dire, te garder captif et sur le bout de ta chaise pendant 4 heures en te parlant de Hydro-Québec, là, c'est quand même... Est-ce que c'était ta pièce... J'aime Hydro, est-ce que c'était ta pièce révélation? Parce que moi, ça l'était. De théâtre documentaire, oui. Ouais. C'est la première, là, certainement. Oh, ouais, c'est vraiment... Tu sais, avant d'en avoir vu, là... J'essayais d'expliquer à mon chum avant d'aller voir Rondelet, tu sais, puis il est anglophone, puis j'étais comme, OK, c'est, tu sais, documentary theater play, puis là, il était comme, moi, mais c'est quoi? Je comprenais rien, mais c'est vrai, tant que tu l'as pas vu, tu comprends, tu t'imagines pas, ça ressemble à quoi, tu sais. Fait que ça, c'est une activité, bon, dans mon jeune temps, j'allais souvent voir des concerts, mais là... Mais attends, parle de Rondelet, c'est quoi Rondelet? Ah, Rondelet, donc, pièce de théâtre documentaire sur l'industrie laitière. Oh, wow. La question de base, c'est qu'est-ce qui provoque toute la détresse psychologique des producteurs laitiers. Oh, wow. Mais après ça se développe évidemment la quête. Tu sais, en théâtre documentaire, tu pars avec une question, mais après ça, tu n'as aucune idée où est-ce que ça va te mener. Puis finalement, ça se déploie dans même les questions politiques, environnementales, industrielles derrière l'industrie du lait. Fait que tu apprends plein d'affaires. Puis comme dans la plupart des produits documentaires, tu finis ça puis t'es comme, bon, ben, we're doomed. Puis il n'y a pas de solution. Mais non, c'est vraiment excellent. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup d'autres représentations, mais c'est une pièce exceptionnelle. Avant que tu parles des concerts, quelle autre pièce documentaire t'as vu qui t'a marqué? Ben, puis ça, c'est une autre initiative de porte-parole, là, mais ils ont organisé c'est pas vraiment une pièce de théâtre, mais des pitchs récemment.
où il y a plein de créateurs qui, pendant plusieurs semaines, ont été accompagnés par des collaborateurs de porte-parole pour développer des concepts de théâtre documentaire. Puis ils ont pitché ça devant le public. Ça a été jugé par Annabelle Star, Christine Beaulieu et qui d'autre? Ah, Monique Néron. Puis ça, c'était tellement trippant voir des jeunes de la relève qui n'ont jamais fait ça, puis développer tout un concept de théâtre documentaire. Ça, c'était vraiment trippant. J'ai capoté. Wow. J'ai vu Rose et la machine. Ouais. Super bon aussi, qui parle de l'autisme, qui est des challenges par rapport à avoir un enfant autiste. Contre j'aime pas ça dire ça, mais contre le système, mettons. Ouais. Tu sais, là, ouais. Ou Féministe pour homme, de Sophie Cadieux. Ah, j'ai pas vu ça. C'est comme, je sais pas si c'est considéré documentaire, mais j'imagine. Puis tellement bon. C'est tellement impressionnant de voir un monologue pendant 1h30. Oui, mais c'est ça, puis ça vient... Tu t'imagines pas que ça va être aussi captivant, tu sais. On dirait que c'est rébarbatif, puis une fois que t'es là, c'est comme... le talent de ces gens-là est exceptionnel. Ouais. En continuant avec le concert. Ah oui, puis là, je suis trop vieille, là. Moi, j'aime ça m'asseoir maintenant. Mais je vais de temps en temps. Fait que consommation culturelle, c'est là. Mais puis sinon, je lis beaucoup quand même, là. Ça fait partie de mon hygiène quotidienne. Puis c'est ça, c'est niaiseux, mais j'ai un club de lecture. Ça m'oblige à lire des livres vers lesquels j'irais vraiment pas en librairie. On se donne comme contrainte que c'est que du du québécois. Fiction, pas fiction? Ça dépend. Ça, on a... les deux? Ouais, les deux. Selon nos envies. Puis à chaque combien de temps vous vous rencontrez? Ben là, c'est ça. Depuis la pandémie, il y a une couple de membres qui habitent plus à Montréal. C'est plus compliqué. Mais tu sais, je te dirais genre 5-6 fois par année. OK. Mais tu sais, des fois, on fait des erreurs, comme se donner un livre de 900 pages à lire en un mois et demi. C'est bon. Mais ouais, ça, c'est très précieux pour moi. Puis d'avoir cette partie-là en plus de mes lectures, j'allais dire traditionnelles, je sais pas si ça existe, là, mais c'est vers quoi moi je vais naturellement, mettons. Ouais. Où est-ce que tu aimes le plus lire? Qu'est-ce que j'aime le plus lire? Où est-ce que tu aimes le plus lire? En vacances. Non, mais le week-end, tu sais, mais j'ai le privilège aussi que mes parents habitent en campagne. Fait que lire dans les cantons de l'Est, là, dans la forêt, il n'y a rien de plus exceptionnel. Ça, c'est où dans les cantons? À West Brom. Puis justement, je vais parler de ça, à quel point tu sembles très ouverte à l'exploration de la gastronomie d'ici. Oui. Dans ces petites subtilités, dans ces produits, justement. Ouais. Ben, j'ai eu ma phase cueilleuse, là. Ben, c'est ça. Comment s'est passée ta phase cueilleuse? J'ai souvent des phases. Moi, je trippe intense sur, faire de la poterie, après être chasseuse-cueilleuse. Non, mais puis ça m'intéresse encore. C'est juste que ça demande un dévouement particulier. Mais je vais toujours être curieuse par rapport à ça. Tu sais, justement, aux éditions Cardinal aussi, il y a Forêt puis Cueillir là, de Ariane... Paris-Legal, merci. Qui m'inspire beaucoup. J'ai tout le temps mes petits guides. Je prends des cours de cueillette de champignons. Je pense, en fait, au-delà de la gastronomie d'ici, c'est surtout la nature. Tu sais, j'ai assez tôt dans ma vie, j'ai habité dans une forêt. Je suis très, très forêt. J'adore m'y retrouver. J'en ai besoin. Puis je pense... Moi, je suis pas capable de méditer dans la vie. Ça marche pas. J'ai tout essayé. Le yoga, j'ai essayé. J'aimerais ça aimer ça. J'aille ça. Mais quand je suis en forêt, je sais pas, j'ai comme une partie de mon cerveau qui s'allume, là, ou quelque chose où... Tu sais, mon sens de l'observation comme est sur la MDMA, là, puis là, je remarque tout, puis ça me fascine, je trouve ça malade. Puis pendant la pandémie, justement, je suis allée vivre chez mes parents, tant qu'à être, 2 semaines. Puis, tu sais, je pense que c'était au mois de juin. Puis là, tu te rends compte, à chaque jour, tout est différent. Je trouve ça malade mental, tu sais. Fait que ce soit la cueillette ou juste, genre, observer, tu sais, notre routine du vendredi. Ce que je ferais actuellement, là, c'est être au parc Frédéric-Bach avec mon chien, prendre ma marche d'1h30, parce que là, il y a un écosystème de plantes sauvages indigènes exceptionnel. C'est ça le but du parc Frédéric-Bach, c'est de le laisser pousser. Mais sérieusement, les gens qui ont designé ça... Il faut expliquer que le parc Frédéric-Bach, c'est un ancien dépotoir. Ouais. Et une mine, carrière, pas mine, une carrière. Que là, la Ville de Montréal a un plan de transformer tout ça graduellement. Ça prend quoi, 15 ans, je pense? Ouais, c'est long. Mais là, il y a une nouvelle partie qui est déjà faite. Là. Si tu regardes sur la carte, c'est quasiment aussi gros que le Mont-Royal en termes d'espace vert.
C'est juste de tout laisser indigène, Ouais. les espèces indigènes. Mais c'est quand même designé, puis justement, parce Ouais, que la c'est ça. diversité est tellement exceptionnelle, ça a été planifié. Là. Ouais. Puis les gens ont sûrement vu les petites boules. Ben, qui fait le cover de ton livre, Ouais, les petites Saison boules de sont là. Montréal. Puis je pense que c'est avec toi qu'on avait réalisé que les boules sont vertes en hiver, mais blanches en été. Ouais. Non, moi, c'est pas avec moi que tu Non. avais réalisé ça, mais... Mais de par, tu sais, c'est tellement. Là, c'est un peu weird là, sur le cover, mais c'est tellement un vert subtil qui a l'air blanc à côté d'un vert plus prononcé. Tu sais, Ouais, là, c'est plus comme pimpant. printemps puis hiver, Ouais. fait que c'est différent, mais quand la verdure pousse, Ah, c'est vrai. puis là, l'insectarium ont fait des installations justement Oui, j'ai vu. avec des trucs recyclés. Ouais. Mais je trouve tellement un parc tellement grand fun que les gens consomment passer. Mais Ah non, utilisent passer. hey, sérieux, moi, je suis là chaque semaine. Il n'y a personne. Ouais. Puis l'hiver, je vais tout le temps en ski de fond. On est tout seul. Je comprends pas. C'est un endroit magique, exceptionnel. Ça devrait être plein tout le temps. À chaque fois qu'il y a des touristes qui viennent ici, je suis comme aller au parc Frédéric-Mac. Ouais. C'est dans la cité du Cirque du Soleil. Ouais. Alors, c'est pas un coin très connu. T'as le Taz, Oui. t'as le stade de soccer de Montréal, pas le stade Ouais. Saputo, le stade de soccer de Montréal. Ouais. Est-ce que les pistes de ski de fond sont tapées l'hiver ou c'est les gens qui les tapent? Oui, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Je vais dire ça comme ça. Ça dépend de la C'est motivation. C'est pas les plus belles pistes de Montréal, mais si t'es aventurier, c'est correct. Mhm. Mais c'est tellement un coup de parc. C'est tellement, je trouve, difficile de prendre en photo. Ah, ça, je pourrais, Ouais. je pourrais pas te dire. Je sais que c'est pas vrai, mais as-tu pu découvrir, vu que tes parents sont dans les cantons, as-tu pu découvrir beaucoup le coin? Ah oui, j'adore ça. Ben moi, un jour, je vais y habiter. Là. Clairement. Quand je vais être has-been puis qu'ils n'auront plus besoin de moi chez Urbania, je vais aller habiter dans le C'est quoi canton. des activités préférées à faire dans le coin? Ben là, j'ai découvert. On m'a fait découvrir il y a 3 semaines Sugary Farms, qui Connais pas. est une ferme qui appartient, je pense, puis là, ça se peut que je me fasse corriger, mais parmi les propriétaires, il y a ceux qui avaient le Ice House, Oh, wow. le taco à Montréal. Ouais. Puis chaque samedi l'été, tu vas là et ils te font... T'as un choix de taco, that's it. Ils font des frites, ils font des chips. Et c'est festif. T'as genre 100 personnes qui mangent des tacos exceptionnels. Ils te vendent des légumes du jardin. Wow. T'achètes la sauce piquante qu'ils ont faite. C'est extraordinaire. J'ai pogné de quoi quand je suis allée là. C'est dans quelle ville? C'est à Sutton. OK. C'est à Sugary Farm. Sugary Farm. OK. Tout le village de Sutton. J'aime tout. Tu vas t'acheter tes vinyles que tu peux juste payer avec ton traitement, ton virement Interac. Tu vas, comme les amis de mes parents, tu passes au côté, tu rentres dans le poulailler, tu te prends toi-même ta douzaine d'œufs, puis tu laisses ton 5 piastres. Toute cette vie communautaire-là. C'est quoi le café qui commence avec un K, je pense? Qui est japonais, là. Ouais, je me rappelle Fou pas endroit. le nom. Comme Ouais. l'architecture, t'es comme, voir qu'il y a ça ici, c'est tellement, tellement beau. Ouais, il y a plein de petits restos qui pop. Tu sais, t'as un magasin général, le G.H. Edwards, ça qui est vraiment à côté de chez mes parents, qui est comme une institution. Tu sais, il y a une BD documentaire qui a été faite sur les fermiers, justement, que j'ai lu il y a pas très longtemps, Le Paysan, je pense, qui en parle. Là. C'est un magasin général, mais pour les agriculteurs. Mais tu sais, tu vas là, tu peux acheter des poussins, mais t'achètes tes pots maçons aussi, là. Tu peux tout acheter. C'est extraordinaire. Puis ça a été racheté par une jeune fille récemment. C'est tellement cool. C'est tellement cool vivre en campagne. Les cantons, c'est magique. Oui. J'ai vraiment découvert cette région cette année. Je suis vraiment en amour de l'offre. L'offre pour la densité de population est hallucinante. C'est la culture agroalimentaire, Ouais. la culture de vélo, Ouais. le vibe vallonneux campagnard. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Je te souhaite une maison, là. Oui, merci. je me la souhaite aussi. Je vais travailler fort pour l'avoir. On peut en parler parce que par le temps que ce podcast sort, ça va être sorti. Valide. Ah, OK, oui, mon Dieu, j'étais comme... Qu'est-ce qui va me sortir? Y a-tu quelqu'un qui cancelle? Imagine. Je suis présentement signé par Valide. Oui! Fait que raconte-nous c'est quoi Valide, puis c'était quoi l'idée derrière? OK. Valide, c'est une agence de représentation pour les personnalités et créateurs de contenu, principalement dans le numérique, mais qui ont comme ligne directrice, là, ce qui rassemble tous les talents de l'agence, c'est que c'est tous des gens qui
qui produisent du contenu pour avoir un impact positif autour d'eux, qui ont un message à porter, puis qui ont besoin d'un porte-voix pour atteindre plus de gens. Puis, nous, ben, ça fait 20 ans qu'on travaille avec des créateurs, avec des artistes, avec des raconteurs d'histoires. Il y en a plein qui sont à l'interne. On a la chance de pouvoir avoir des employés qui font ça à temps plein avec nous. Puis, il y en a d'autres, ben, tu peux pas les attacher comme ça. C'est pas de même que ça marche, qu'ils soient réalisateurs, qu'ils soient illustrateurs, qu'ils soient, justement, créateurs de contenu. Mais on avait envie d'être meilleur dans l'organisation de ces collaborations-là. Puis on réfléchit à ça depuis des années. T'sais. Puis en parallèle, il y a une gérante d'artistes, Marie-Lou Hainaut, qui est la gérante... Une légende. La légende Marie-Lou, qui est entre autres l'agente de Pierre-Yves Lard, que tu as reçu ici, qui est beaucoup dans les artistes en animation et en humour, avec qui on adore travailler. On travaille beaucoup avec ces artistes comme Louis T, Rebecca McConnell, puis ouais, justement, qui animent plusieurs de nos shows. Je décris souvent que c'est des animateurs plus du côté intelligent. Dans le sens, ils sont intellectuels, ils ont une curiosité. 100%. C'est ça qui les relie toutes, qu'ils fassent de l'humour ou qu'ils fassent l'animation. Ouais. Fait que, on s'est assis avec Marie-Lou, puis on était comment... Tu sais, nous, on a envie de mettre des ressources pour identifier ces créateurs qui veulent avoir un impact autour d'eux, puis de les aider à gagner leur vie avec ça, de créer des collaborations avec Urbania. Elle a une préoccupation aussi avec sa fille qui consomme de la boîte sur YouTube, qui est comme, crime, si on fait pas quelque chose... T'sais, on n'a plus de moments là, comme avant où toute une famille s'assied devant la télévision ensemble parce que c'est juste ça qu'il y a, ça n'existe plus. Là, tu as accès à tout. Fait que comment est-ce qu'on fait pour propulser les gens qui créent du bon contenu, que ça soit vu le plus possible puis que ça soit ça que les jeunes regardent, ou écoutent ou visionnent, peu importe. Fait qu'on a décidé d'enfanter ensemble puis de créer une nouvelle compagnie qu'on a confié à Andréane Gratton, qui est notre agente en chef. Puis on a contacté plein de gens qu'on aimait, de qui on admirait le travail. Puis à date, dans presque... bon, je peux pas sortir de pourcentage, mais la grande majorité des causes ont sauté dans le train, puis on starte ça, là, on lance ça, puis on négocie pour eux, on essaie de leur trouver des opportunités, puis on essaie de collaborer de façon éditoriale sur nos propres plateformes aussi. Je pense que ce sont des gens aussi qui cherchent à inspirer dans leur propre communauté, dans le sens où, tu sais, t'as beau critiquer, tu sais, mettons les changements climatiques, oui, on sait que ça va vraiment mal. Ouais. Je trouve que c'est tellement plus efficace d'inspirer que de punir. Oui. Puis on dirait que toutes ces personnes-là essaient d'inspirer, tu sais, à voir la vie de manière différente. Ouais. Pour amener des changements, que ce soit des causes autochtones, la science, etc. Ouais, exactement. Même en mode, tu sais, inspiré à faire de l'achat local, à comprendre qu'est-ce qu'on achète pour mieux acheter et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est allé voir des gens avec qui on partage des valeurs de curiosité, justement, de rigueur, parce que ça te prend quand même une crédibilité. Mais c'est aussi des gens qui se prennent pas trop au sérieux. Parce que je pense que le côté... Tu sais, t'en parlais au tout début, tu sais, je pense à... Tu sais, d'informer, d'ouvrir les ornières, de créer des ponts. En tout cas, nous, d'expérience, c'est toujours plus efficace quand on y va avec ludisme, avec empathie, avec humour, les trois ensemble. Mais d'être dans le reproche, nous, ça a rarement fonctionné. Fait qu'on s'acoquine avec des gens qui utilisent des méthodes similaires aux nôtres. J'aimerais ça qu'on appelle, tu sais, j'en parle souvent, mais post-MeToo, post-Black Lives Matter, pardon, on vit dans cette période de gentillesse et de bienveillance. Ben, je pense on est allé dans l'extrême, là. Ouais. Puis qu'on commence tranquillement à... Mais c'est une perception que j'ai qui m'est bien personnelle. J'ai quand même l'impression qu'on revient tranquillement vers quelque chose de plus sain pour tout le monde. Moi, les extrêmes, ça me rend super inconfortable. J'haïs ça. Je trouve qu'il y a bien trop de nuances dans la vie pour qu'on se campe dans un extrême. Mais tu sais, ce problème-là, il est absolument pas fini, là, dans le sens qu'on est on vit avec
une problématique extrêmement inquiétante de clivage, là, particulièrement aux États-Unis. On se parle plus. Puis c'est drôle parce qu'Annabelle Soussard, c'est son cheval de bataille. C'est anti-clivage. Elle va dans des zones inconfortables de gens qui pensent pas comme elle. Il faut se soumettre aux opinions qui sont différentes des nôtres parce que le plus grand danger, c'est les chambres d'écho. C'est de juste de rester avec des gens qui pensent exactement comme toi. Fait que là, si y a quelqu'un de région un peu plus de droite qui trouve ça... qui s'en débarrassera pas de son pick-up, puis que tu le traites de cave puis d'arriéré, ben ça fera pas avancer personne parce que, premièrement, tu ne comprends pas sa réalité à lui. Mais non, il peut pas s'en passer de son pick-up. C'est comme ça en région, de par la géographie du lieu. C'est comme ça. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Puis c'est pas en se tapant dessus qu'on va mieux se comprendre puis qu'on va aller vers l'avant, tu sais. Mais c'est un gros... Je pense que c'est le plus gros... pas le problème, mais c'est le plus dangereux par rapport à la démocratie, c'est le clivage. Puis le fait qu'on se cantonne dans nos principes puis qu'on ne veut pas aller voir l'autre, là, c'est terrorisant. Il me semble que j'ai vu une page du livre d'Urbania, des 20 ans, qui dit « On a donné la voix à des personnes qui ne pensent pas comme nous ». Oui. Ça, c'est très cool. Genre Doc Mayou. Ben, c'est ça. Exactement ça, tu sais. Ouais. Mais tu réfères à revenir à une période saine. Oui. Ben, j'espère. Mais tu réfères, mettons, dans ta tête, à quelle période qu'on reviendrait? Pas qu'on reviendrait, mais comme... Tu comprends ce que ma question? Ben, je pense quand même qu'il y a quelques années, on a été dans des extrêmes... Tu sais, une espèce de période de chasse aux sorcières où c'était tellement rapide, il fallait tellement que tout sorte que partout, tu sais, par rapport à plein d'enjeux, le message important de certaines personnes était noyé parce que... tout était dans l'agressivité puis la violence, mais c'est comme dans tout, il faut que ça sorte à maner pour qu'on revienne à se parler puis mieux communiquer. C'était un moment qui était 100% nécessaire puis qu'il ne faut pas regretter, mais on ne peut pas être dans le high d'agressivité puis de colère pour le restant de nos jours. Là, on s'en sortira pas comme être humain. Là. Je ne pensais jamais faire ce parallèle dans ma vie, mais j'ai écouté le documentaire de Arnold Schwarzenegger. OK, pas moi. Puis ça m'a pris un petit moment, tu sais, je le voyais, puis je suis comme, non, tu sais, je vais pas écouter ça, tu sais, je m'en fous un peu. Ça m'intéresse quand même. Mais il est en 3 parties, les 3 parties de sa vie. Alors, le culturisme, l'acting et la politique. La politique. Quelque chose de vraiment intéressant. J'ai vraiment appris beaucoup de choses, surprenamment. Puis il parle justement dans la partie politique que justement, vu que les gens l'aiment tellement par le cinéma, puis il est tellement marqué comme une révolution, tu sais, dans le monde du cinéma, puis c'était aussi dans une ère de films d'action, puis il y avait Rambo contre... Stallone contre... Terminator. Ouais, c'est ça. Puis il dit, je me considère la meilleure personne pour faire la politique du pourquoi il est devenu gouverneur de la Californie, parce que les gens m'aiment. Je suis pas un parti pris, je suis pas 100% républicain, je suis pas 100% démocrate. Il est plus nuancé. Il est plus nuancé, puis justement, il est capable de prendre la meilleure décision selon l'enjeu, pas selon son parti, mais selon les différents points de vue. Fait que lui, il essaie d'utiliser le populisme à bon escient. Je pense juste de ne pas s'ancrer dans une position, puis de ne pas suivre les lignes d'un parti. Oui. De voir qu'est-ce qui est logique. T'sais, il est full climat, mais peut-être sur d'autres politiques, il est plus républicain. Ouais. Exact. Puis j'ai réécouté une entrevue de lui récemment qui dit que dans la Constitution américaine, ça dit qu'un président doit être né aux États-Unis. Puis il dit que s'il n'y avait pas ça, c'est 100% sûr qu'il se présenterait comme président. C'est la seule chose qui l'empêche, parce qu'il dit « Je suis la meilleure personne pour ramener les clans ensemble. » Il se prend pas pour du 7-Up flat, par exemple. Non, mais c'est vrai, tu sais, si tu prends un peu comme la star de cricket au Pakistan qui est devenue président, c'est de prendre des gens qui sont pas du milieu des affaires ou du droit. Ouais. Ben, le président de l'Ukraine, c'est un acteur aussi. Ben, c'est ça, exact. Puis on dirait que ça, pour pallier à cette ère de polarisation... je sais pas si c'est ça je sais pas si c'est ça la solution. Mais ses arguments étaient logiques. Puis j'étais comme, c'est intéressant, je comprends ton point de vue. C'est une piste, probablement. C'est une piste. Comment, basé sur ton expérience, si on enlève le brouillard, puis si on enlève le méta, on va faire fi de ça, comment entrevois-tu le futur des médias? C'est un futur qui conjugue, puis là, ça va faire un lien avec plein de choses dont on a parlé, mais
sais, en ce moment, tu as les médias, les legacy médias, là, les médias très traditionnels, la presse, New York Times, Le Monde, etc., qui sont des institutions. Tu as le nom, puis tu peux faire confiance. Ensuite, de l'autre bord, tu as les créateurs de contenu / influenceurs, où c'est ça, c'est des individus qui sont des mini-médias, au final, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est plus dangereux, c'est plus volatile, tu sais. Moins de déontologie. Ben non seulement ça, mais tu fais une erreur, tu peux bien déraper, tu peux bien changer de direction autant de fois que tu veux. T'es le seul maître de ta destinée, tu sais. Fait que je pense que le futur se situe entre les deux. C'est qu'un média garde une identité, mais est une somme de talents puis de visages auxquels qui rameutent leur propre niche puis leur propre communauté. Sauf que c'est dans un contexte où c'est plus encadré, où il y a des ressources pour s'assurer qu'il y a un niveau de rigueur qui est respecté, qu'il y a un niveau de qualité aussi qui est supérieur, etc. Fait que c'est une partie du futur des médias. Puis après ça, la façon de le consommer, ça, sérieusement, je pense que là, c'est avec ce qui se passe en ce moment, les gens vont essayer d'avoir des contacts directs avec leurs audiences de plus en plus, tu sais. Fait que est-ce qu'on va retourner à avoir des pages de favoris sur nos browsers puis à être plus en mode infolette? Tu sais, nous, on expérimente beaucoup avec le SMS, tu sais, d'envoyer des contenus par texto, puis la réponse est super bonne à date. C'est sûr que tu sais, ça te sort un peu de tes habitudes, là, mais c'est peut-être une piste aussi là, que nous, en tout cas, on a envie d'explorer, c'est clair. En 2018, j'étais ambassadeur pour C2. Ouais. Puis je pense que mon apprentissage principal, c'était le futur du SMS. Le retour au SMS, en fait, de comme ce canal de communication sans pub direct, précieux. Ouais. Puis le micromag, c'est exactement ça. Ouais. Et plein d'autres choses. Oui, puis, tu sais, pour revenir au talent puis les individus, ça, c'est quelque chose que l'AI ne remplacera pas. Tu sais, l'attachement à l'être humain. Et puis, je pense que les histoires puis les témoignages aussi, ça peut pas être généré par un ordinateur, tu sais. Fragments. Non, des fragments, ça se fait pas par ChatGPT, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais c'est intéressant que tu dises le pont entre les individus et les médias. Ouais. Moi, mon média préféré, c'est Vox. Ouais. Puis, chaque année, je contribue à deux choses, Vox et Wikipédia, que je fais des dons. Puis Vox, je trouve ça tellement fun et pertinent. Évidemment, tu sais, c'est pas de l'actualité, tu sais, ils vous vraiment des sujets vastes, mais que... Ils sont plus intemporels aussi. Souvent. Exact, ouais. Mais tu sais, Johnny Harris, qui était très dans Vox auparavant, que lui, comme il s'est créé son propre média, que c'est... Ou Ezra Klein, ouais. Ouais, fait qu'il y en a plein, puis c'est fascinant de voir ce switch aussi d'individus qui travaillent dans des entreprises comme ça. Ouais. J'adore, il a trouvé son spot. Qui n'est pas le coussin, mais bon, qui est sur ton sleeve d'ordi. Désolé. C'est correct. Puis c'est fun de voir aussi que Johnny Harris il est rendu comme avec une grosse production. Il en sort des vidéos, des gros vidéos, beaucoup de recherches, beaucoup de fact-checking. Est-ce que tu penses qu'il y a comme une... Est-ce que tu penses... Comment poser? Qu'une institution se doit de réglementer? L'utilisation de AI, tu veux dire? Pas l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais comme la déontologie journalistique. Tu sais, parce que Johnny Harris, il pourrait faire des folles vidéos qu'on trouve captivantes et tout. Oui, ben, tu sais, il y en... Ou ça se fait tout seul? Ben, il y a, tu sais, quand tu fais partie, mettons, de la Fédération des journalistes, tu sais, en tant que média, tu fais partie d'associations ou de regroupements pour lesquels tu signes des codes de déontologie. Puis il y a d'ailleurs un chapitre là-dedans dans notre livre où Tatiana s'amuse à sortir le code de déontologie de la FPJQ, la Fédération des journalistes du Québec, puis voir si on répond à tous les critères. Mais ça, c'est les médias. T'sais, on peut pas empêcher... Il y en a en crime, là, des médias particulièrement américains qui respectent pas le code de déontologie. Mais ça, c'est une liberté de parole. Là. Tu peux pas empêcher ça. Sinon, il y a pas de limite où est-ce que tu mets la ligne. Mais tu sais, c'est ça, la job d'un éditeur, d'un média. Mais tu sais, des personnes comme Johnny Harris qui n'ont pas d'éditeur, que c'est juste lui. C'est vrai, il pourrait faire ce qu'il veut, mais tu peux pas le réglementer, lui, tu peux pas réglementer ce qu'il dit. Quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, j'ai vu un article sortir de, je sais pas c'est quoi le nom du média, mais un média très de droite canadien, que Stephen Guilbeault avait bloqué un des cofondateurs. Sur ses plateformes sociales, tu veux dire? Sur Twitter, OK. sur X. Puis
Non, on s'habituera jamais. Ouais, c'est ça, OK, on va tout. Puis il a fait ça, je pense, avant qu'il soit au pouvoir. OK. Puis là, il y a un juge qui vient de trancher que... Qui n'avait pas le droit de le bloquer? Steven Guilbeault, il faut qu'il le débloque. Oh, mamma mia. Mais c'est fou, tu sais, comme des personnes peut-être qui attaquent ces statistiques qui prouvent un changement climatique. Puis que là, tu sais, je trouve ça tellement fascinant de... Ben, c'est la question se pose, tu sais. Ouais. C'est pas des questions faciles auxquelles répondre, là. Vraiment pas, là. Mm-hmm. Puis tant mieux, c'est d'autres personnes qui s'attardent à répondre, parce que moi, c'est trop compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu te souhaites dans le futur? Puis qu'est-ce que tu souhaites à Urbania? À À part une maison dans les cantons. Oui, j'allais dire plus de nature. Je nous souhaite de continuer à être aussi agile. Tu sais, peu importe ce qui nous est arrivé en pleine face pendant 20 ans, on a toujours réussi à se faufiler, puis à trouver un autre moyen, puis à évoluer. Puis, tu sais, on apprend toujours des nouvelles façons de raconter des histoires. Puis, je veux qu'on garde cette candeur-là, cette audace-là, de continuer ça. Je veux qu'on raconte des histoires à l'infini. Là. C'est ça que je nous souhaite. Là. Puis, ça se peut qu'à un moment donné, je sais pas c'est quoi le futur. Peut-être qu'un jour, on va être que audio. J'en ai aucune idée. On va peut-être être un label de musique dans une de nos itérations, mais le cœur, ça va toujours être de raconter des histoires, puis de raconter l'humain, puis essayer de créer des ponts entre ces humains-là, de combattre le clivage dont on parlait plus tôt. Après ça, la forme que ça prend, je le sais pas. Puis c'est pour ça que je suis pas présidente puis que c'est Phil. Lui, il a une idée de la forme que ça prend. Moi, j'ai pas le goût de me poser ces questions. Ça arrive, je m'organise. Quand j'étais petite, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. C'est arrivé, puis tant que j'ai du fun puis que j'apprends, c'est ça que je me souhaite, que ça continue comme ça. T'sais. Tu dirais, ça serait quoi le média le plus similaire à l'international à Urbania? Ben, tu parles de Vox, mais il y a peu de gens qui... sauf si tu t'intéresses à l'industrie des médias, là, mais Vox a acheté le New York Magazine il y a quelques années. Puis moi, je pense que c'est un de mes médias préférés. Le New York Magazine, qui inclut The Cut, qui est le penchant plus, mettons, beauté et mode. Ils ont The Strategist, qui est comme plus consommation. Ils ont Vulture pour la culture, Grab Street pour la bouffe. Fait que, ils ont comme un modèle un peu similaire, un ton culture pop qui me rejoint beaucoup, beaucoup. Je les trouve innovants, je les trouve brillants. J'habite pas New York, puis j'aime tout leur contenu. Ouais, je les aime beaucoup. Et je pense pas, à moins que je me trompe, qu'ils font de la télé, mais Vox en fait, par contre. Ouais, ben ils ont leur émission Explain sur Netflix. Exactement. Ça marche bien. Ça oui, puis je pense qu'ils font plein de shows télé qu'on sait même pas, là. OK, ouais. Moi, est-ce que, peut-être je me trompe, mais vous créez une nouvelle division pour parents? Oui, ben c'est fait. On a lancé ça. On a lancé Mollo à la fin août. C'est pour les parents de jeunes enfants. C'est quoi la prémisse? C'est une plateforme unisexe. Tu sais, il y a beaucoup de plateformes pour les mamans. Ah ouais. Puis, j'ai beaucoup de collègues qui commencent à avoir des enfants, mais surtout des gars qui sont comme crime à part naître et grandir, qui est très clinique, là, dans le sens que, sérieux, va pas sur Mollo si ton enfant fait de la fièvre, mais sur naître et grandir, ça a plus de sens. Là. Mais qui se reconnaissaient pas dans les témoignages puis tout ça. Fait que vraiment la sauce Urbania, humour, témoignage, pas de jugement. Puis la prémisse, c'est crime, on fait tout du mieux qu'on peut. Là. Fait que y a absolument pas... Les dogmes parentaux ne sont pas permis. La beige life est pas permise sur Mollo parce que ça se peut pas quand t'as des enfants. Ouais. Fait que c'est ça la prémisse. Puis ouais, on a full fun à faire ça. Vraiment, même si j'ai pas d'enfants, je trouve ça drôle, puis d'approuver les mimes, je trouve ça malade. Puis je sais pas si tu savais, mais Gabrielle Tremblay-Bergeron, oui, c'est une des... Qui s'occupe de Mollo. Exact. Qui est une des personnes qui a le plus contribué à ma carrière. Ah, ben non, je savais pas du tout. Les petites manies. Elle avait les petites manies avant. Puis moi, quand j'ai décidé, après être hospitalisée à Singapour, de faire de la photo comme métier, j'avais un plan. Je m'étais fait un plan downloader Photoshop, mettons, concrètement. Puis une des choses, c'était de commencer à écrire des articles de blog. Ah. Puis c'était via Les Petites Manies, qui n'est plus existant aujourd'hui, mais tu sais, ma première exposition à vie, c'est elle qui l'avait organisée. Ah, c'est trop drôle. C'était fou parce que c'est la première fois que je la revoyais au bureau, justement, quand je suis venue pour le meeting. Puis c'est la première fois que je la revoyais depuis l'époque Les Petites Manies. Puis elle me dit, on lance Mollo. Puis je suis comme, wow, let's go, c'est fun. Elle est trop cool. C'est malade de voir aussi des nouveaux modèles parentaux, des manières de faire différentes. Ouais. Moins scientifiques.
Comme naître et grandir. Oui, puis même après ça, dans l'éducation, moins nucléaire, là, papa, maman, puis c'est maman qui a la charge mentale. Là, fait que, on essaie d'être plus moderne dans notre façon de voir la parentalité. Je pense que vous réussissez. Ben oui, j'espère. Ben clairement. Raph, merci d'être venu au lieu d'avoir été au Parc Frédéric-Bach. Oui. C'était très fun. Merci de nous avoir Je ne regrette pas. partagé ton cerveau. Merci à toi. Avec ton expérience. Puis je te souhaite 15 autres années chez Urbania minimum. Minimum. Avec avec tout le fun que ça l'implique. Tous les défis que ça l'implique. Puis beaucoup de produits frais. Oui, puis on va se voir plus souvent au bureau. On va se voir souvent au bureau. Merci, Raph. Merci à toi.